J'avais vraiment aucune limite. En fait, ma vie entière tournait autour de lui, mes journées entières étaient rythmées selon ce que je projetais de ce qu'il attendait de moi. Donc j'étais capable de l'attendre quand on devait se voir pendant 3, 4, 5 heures, 6 heures parfois dehors. Pardonner tout et n'importe quoi alors que c'était souvent lui qui m'avait trahi. Je te comprends parce que j'ai vécu la même chose. Et dans les métiers de la santé mentale, il y a un problème d'approche. Le fait que les gens ne puissent pas savoir vers quel type de spécialiste se tourner, c'est pas normal. Quand tu as un problème de peau, tu vas voir un dermato. Quand tu as un problème aux yeux, tu vas voir un ophtalmo. Ça devrait être pareil dans les métiers de la santé mentale. La Alice d'il y a 10 ans qui essaye de cohabiter avec la Alice d'aujourd'hui. Parfois, la Alice du passé, c'est comme si elle continuait d'exister dans mon corps aujourd'hui, dans le présent, alors qu'aujourd'hui, tout va bien. Salut Samy. Salut. Salut Alice. Hello. Bon, aujourd'hui, on va parler d'obsession amoureuse. Comment savoir quand on est dans une relation malsaine, comment rompre, à quel moment. C'est quoi pour vous l'obsession amoureuse ? Je peux te laisser commencer si tu veux, après toi. Ouais. Pour moi, l'obsession amoureuse, c'est pas de l'amour, même si on a souvent l'impression que c'en est, mais c'est, à mon sens, une forme d'addiction. Ça peut s'apparenter à une addiction qui te met dans un état où tu perds le contrôle en fait de toi-même et où la personne va devenir ton monde entier, donc ton obsession hein, finalement comme le nom l'indique. Mais en tout cas pour moi c'est important de prendre en compte que c'est pas de l'amour, c'est bien une forme d'addiction qui est en jeu. Ouais, c'est pas évident comme question, parce que moi j'aurais tendance à dire que c'est une forme d'amour. Après le problème avec l'amour c'est que c'est un sujet tellement complexe que chacun a sa propre définition. Donc, pour moi, l'obsession amoureuse, si tu veux donner une définition simple, c'est quand tes sentiments pour quelqu'un d'autre t'empêchent de fonctionner au quotidien. Et souvent, on fait le parallèle avec, et toi t'en as parlé déjà, avec les addictions, Ouais. à des drogues dures, à des jeux. Et c'est la même chose, finalement. C'est la même chose, même sur le plan scientifique. Il y a des études qui ont montré que dans le cerveau, les schémas qui étaient activés, c'était les mêmes que ceux d'addiction à la cocaïne, à l'argent, à la différence que dans une obsession amoureuse, il y a une tierce personne qui est concernée. Ouais, tout à fait. Et à l'inverse de la cocaïne, la tierce personne, la cocaïne, elle ne va pas marcher avec ses jambes vers toi en essayant de te convaincre de la sniffer. La tierce personne, dans le cadre d'une obsession amoureuse, l'objet de l'obsession, lui a un impact sur toi, ton obsession, en tant que porteur de l'obsession amoureuse. Ça, c'est la grosse différence qu'il y a avec une obsession classique. Donc pour toi, tu dirais que c'est une forme d'amour quand même ? Ça dépend ce qu'on appelle de l'amour. Ça dépend ce qu'on appelle l'amour. Si on considère que l'amour, c'est pas forcément quelque chose de sain, oui, l'obsession amoureuse, le fait d'être attaché, de ressentir un sentiment de connexion avec l'autre, le fait d'avoir du désir pour l'autre, parce que l'obsession amoureuse, ça fait réveiller du désir sexuel, ça fait réveiller le besoin d'être avec l'autre. Donc c'est des particularités que tu retrouves dans l'amour. C'est pas pour autant sain, mais on n'est pas obligé de considérer que l'amour c'est quelque chose d'absolument sain. Tu vois, et ça c'est le problème, c'est que chacun, même quand on en parle sur les réseaux, hein, tu fais une remarque sur l'amour, les gens ils vont dire mais c'est n'importe quoi. Quand on aime, on ne trompe pas. Quand on aime, on ne fonctionne pas comme ça. Sauf que les gens ils projection, petite référence au nom du podcast, les gens ils projettent leur propre vision de l'amour et des sentiments sur les autres. Moi, je suis d'accord sur le fait que... Enfin, en tout cas, moi, comment je l'ai ressenti, parce que je l'ai vécu aussi. Je pense qu'effectivement, c'est une forme d'amour. Malsaine, on est bien d'accord. C'était plus ça que je voulais dire quand je disais que Mais c'était pas alors, une forme peut-être plus dans l'amour passionnel. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Une grande passion qui m'envahit et qui... Tout à fait. Et c'est justement ouais, là où c'est ça pour moi, qui est pêche. justement très addictif, je pense. Oui, tout à fait. C'est les fluctuations entre les phases de récompense et les phases de punition, si on peut le dire comme ça. Enfin, il y a vraiment une alternance entre du bon et du mal, comme dans la passion, en fait, qui peut vraiment... Enfin, qui alimente, en fait, l'obsession. Ouais, mais pour autant, l'amour passionnel, bon, je ne sais pas si tout le monde l'a déjà vécu, mais je pense que la grande majorité des gens ont vécu au moins un amour passionnel. Et il n'y a pas tout le monde qui développe une obsession amoureuse. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une maladie, par exemple ? Ou
Ou est-ce que... Alors, ouais, justement, un truc, c'est pour faire référence à ce que je te disais, ça dépend. L'obsession amoureuse, elle dépend énormément. Quand moi, tu sais, je fais la différence entre l'obsession amoureuse de ce que j'appelle la relation fantôme. Donc, quand tu es dans une forme d'obsession amoureuse qui est plafonnée avec, pour une femme, par exemple, le type qui part, qui revient, qui part, qui revient, ou qui a des comportements ambigus et incohérents. Et ça, c'est des comportements qui maintiennent l'obsession amoureuse. Tout à Et fait. tu as l'obsession amoureuse post-rupture, où suite à une rupture, quand la personne, elle part définitivement de ta vie et qu'elle n'intervient plus dans ta vie et dans ton quotidien, bah toi, tu es encore dans des formes de rumination, de stalkage, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu vois, c'est deux schémas différents. Et tu en as une qui est maintenue à cause des comportements du mec, notamment dans l'obsession amoureuse d'une femme. Et c'est ce qui rend la chose plus difficile. Comme je te donnais l'exemple de la cocaïne ou du jeu d'argent, le jeu d'argent, la cocaïne, c'est beaucoup toi par rapport à toi. L'obsession amoureuse, c'est toi par rapport à toi et toi par rapport aussi au comportement de l'autre. Oui, mais du coup, pourquoi certaines personnes vont développer cette obsession, tandis que d'autres, non? Alors, Vas-y, ouais, vas-y, il je t'en prie. paraîtrait, parce que je me suis un peu renseignée sur la question, certains psychiatres associeraient ça à certains troubles, comme par exemple le trouble borderline ou les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, il paraît que tu pourrais en gros avoir des prédispositions qui fait que tu pourrais en arriver à développer une obsession amoureuse. Et puis après, il y a aussi tout un contexte. Donc, c'est-à-dire que le fait d'être dans une relation avec une personne qui n'est pas consistante, avec une personne qui va te souffler le chaud et le froid, si toi-même, tu as déjà des insécurités, ça va venir pile poil appuyer sur tes insécurités et ça va en fait rejouer quelque part tes traumas. Ça va te développer ce qu'on appelle du coup un attachement traumatique. Et c'est ça qui va alimenter l'obsession, que ce soit pendant la relation ou même après la relation, en tout cas en ce qui me concerne. Et du coup, oui, en ce qui te concerne, justement, à quel moment tu t'es dit qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette relation-là où t'as... Toi déjà parce que tu l'as vécu, c'est ça qu'il faut dire. Toi, t'en parles beaucoup. Ouais, Tu as commencé à en parler sur les réseaux. Toi, tu es surtout sur TikTok, ouais, surtout il sur me semble. TikTok. Ouais. Et tu as commencé à en parler. C'est peut-être quelque chose qui t'a donné envie de te livrer par rapport à ça. Et de... En fait, je me suis toujours sentie très seule dans cette relation que j'avais connue. C'est-à-dire que je racontais souvent que j'avais eu une relation toxique dans ma vie. Et à chaque fois que j'en parlais à des amis ou à des gens qu'on rencontrait en soirée, ils me disaient « Ah, mais oui, moi aussi, j'ai eu une relation toxique. » Et au final, tu te rends compte que quand ils te racontent leur histoire, en fait, c'est jamais aussi grave que ce que j'avais vécu. Ça ressemblait jamais à ce que j'avais expérimenté à titre personnel. Et donc, j'ai commencé à prendre la parole sur les réseaux sur le sujet pour raconter mon histoire, un peu avec l'espoir de trouver d'autres personnes concernées. Toi, concrètement, par quoi pour donner des exemples que les gens Oui. comprennent un petit peu, par quoi ça se matérialise pour que peut-être les gens puissent se reconnaître là-dedans? Qu'est-ce qui t'a fait te poser des questions en te disant, ok, ça, c'est pas ce dont Ça- les gens ont l'habitude? C'est avec le recul que j'ai compris que c'était pas normal. C'est ça ta question? Pardon, je suis pas sûre de... Les moments de vie, par exemple, est-ce qu'il Oui. y a quelque chose qui s'est passé dans ton quotidien, certains comportements, que c'est un mec que tu as dû rencontrer, peut-être que l'histoire au début se passait bien et ensuite il y a eu des événements qui ont fait que. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite que c'était pas normal. Et quand tu t'en es rendu compte, tu n'as pas su dire à partir de quel moment c'était? Ah, non. En vrai, j'ai pas un moment précis où j'ai su que c'était pas normal. J'étais vraiment plongée dedans et je savais que c'était grave, je savais qu'il y avait pas de limite, mais je savais Et pas... tu l'avais déjà vécu avant Non. Non, pas du tout. Et donc aujourd'hui, tu saurais pas dire pourquoi cette relation plutôt qu'une autre? Si. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi cette relation et c'est justement ce que j'expliquais. Pour moi, cette relation, elle venait pile poil appuyer sur mes insécurités à moi, sur mes traumas à moi, sur mes blessures d'attachement à moi. Et on se nourrissait très bien mutuellement dans nos maladies respectives. Et le fait qu'il y ait des moments de chaud-froid, qu'il y ait de la distance, puis des rapprochements, etc., je savais jamais sur quel pied danser. C'était des montagnes russes émotionnelles tout le temps. Et moi, j'ai un trouble de la personnalité borderline. Et je pense que ça a nourri tout ça et que c'est venu générer chez moi une forme d'addiction, d'obsession à force de ces montagnes russes émotionnelles. Donc ça, c'est, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est ça, c'est les comportements incohérents, les allers-retours qui font que. En grande partie, je pense que l'attachement traumatique, il est vraiment pas à nier dans les
Et dans après, pour l'obsession. rebondir par rapport à ce que tu disais, parce qu'effectivement, on dit souvent qu'une grande partie de nos comportements, ils dépendent de comment on se construit en tant qu'enfant, Tout comment à fait. on évolue. Et on peut parler de la théorie de l'attachement, je sais que tu en parles beaucoup, ça c'est un grand sujet. Mais effectivement, il y a des prédispositions qui sont liées à ce qu'on appelle par exemple les styles d'attachement. Attachement anxieux, attachement évitant, attachement sécure. Ça, c'est une des façons de théoriser l'attachement et comment on se lie aux autres. Ça va contribuer à nos prédispositions à développer des obsessions amoureuses. Et c'est pour ça qu'il y a une question qui est intéressante, qui est la différence entre dépendance affective et obsession amoureuse. Les gens, ils font l'amalgame, ça veut tout et rien dire, dépendance affective. En plus, comme c'est pas dans le DSM-5 et que là, on parle de termes qui sont... Théorisé, oui. Voilà, c'est ça, qui sont pas médicales et qui peuvent être critiquables. C'est difficile de savoir de quoi on parle. Tout à fait. Et on peut totalement contredire tout ce qu'on dit là. Et c'est pour ça qu'il faut, ouais. pour que les gens comprennent, il faut une façon simple de définir ces deux termes. Ouais. Pour moi, dépendance affective, c'est une prédisposition particulière à développer des formes d'obsession amoureuse. Et c'est pour ça les gens qui sont en obsession amoureuse, la question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce que je l'ai déjà vécu avant? Est-ce que c'est des choses dont j'ai l'habitude? Et là, on peut parler de dépendance affective, parce que c'est presque par nature, ils se sont construits dans le fait de développer des obsessions amoureuses. Mais sinon, le problème, c'est qu'on parle de dépendance affective partout. C'est-à-dire, on va te dire, tu peux pas te sortir de cette relation, ce mec-là, t'arrives pas à le quitter, t'es dépendante affective, ma pauvre. Mais sauf que ça, faut prendre du recul par rapport à ça. C'est pas parce que t'es dans une obsession amoureuse que t'es par nature dépendante affective. Tout le monde, à un moment dans sa vie, se retrouve dans une obsession amoureuse. Tout le monde finit un jour ou l'autre par rencontrer quelqu'un dans un contexte de vie particulier, avec ou non des prédispositions, et se retrouve dans une obsession amoureuse de laquelle il n'arrive pas à sortir. Mais ça peut t'arriver une seule fois dans ta vie. C'est mon cas. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu as des problèmes, que tu as des névroses compliquées à régler et qu'il te faut absolument 10 années de thérapie. Pas forcément. Pour ça, il faut prendre du recul par rapport à ça. C'est très contextuel, les obsessions amoureuses. Exactement, c'est ça. Ça dépend énormément du contexte. Tout à fait. Tu as des moments Et de la personne aussi, je pense, avec qui ça dépend de la personne, ça dépend de quel moment tu vas rencontrer telle ou telle personne. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là? Exactement. La première question que je pose, que j'encourage les gens à se poser s'ils sont en obsession amoureuse, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ma vie aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 10 ans ou qu'il n'y avait pas même il y a 2 ans? Et en quoi est-ce que ça peut influer ce rapport que j'ai avec cette personne? Tout à fait. C'est toujours par rapport à soi-même, de toute façon, qu'on investit les relations d'une façon ou d'une autre. Donc, quand on est dans une obsession, c'est toujours vis-à-vis de nous et vis-à-vis de notre contexte de vie, avant toute chose. Je rebondis juste sur ce que tu disais juste avant. Tu t'en es pas rendu compte sur le moment. Non. Donc, juste après, en prenant du recul, tu t'es rendu compte de la gravité, on va dire, de la situation. Mais ça veut dire que tu vivais ta relation comment? Tu la cachais pas du tout à tes proches, au niveau de tes comportements que tu juges aujourd'hui excessifs. Comment tu faisais? Je parlais pas beaucoup à mes proches. Alors, je leur ai posé la question il y a assez peu de temps. Il paraît que c'était une période durant laquelle je demandais à tout le monde de me laisser tranquille. Je leur disais non, je gère. Mes proches étaient au courant que j'étais dans cette relation. Ils voyaient bien qu'elle était destructrice pour moi. Mais je faisais en sorte de les tenir à distance, puisque je savais que si jamais ils rentraient dans l'intimité de ma relation, ils verraient ô combien elle me fait souffrir et ils me diraient de partir. Et comme j'étais incapable de partir, je refusais que les gens voient notre relation d'un mauvais œil. Donc je faisais tout pour protéger cette relation, ce qui faisait que je m'enfermais moi-même encore plus finalement dans cette histoire destructrice. Ça, c'est un des signes, l'obsession amoureuse. L'incapacité à prendre en compte le jugement des autres et à toujours essayer de construire une histoire, des raisons, et quoi que vont te dire les personnes en face de toi. Et c'est pour ça que les gens se sentent autour de... Quand tu as quelqu'un qui est dans une relation de merde autour de toi, tu te sens très vite impuissant parce que tu te rends compte que quoi que tu dises, bah, ça change rien. Ouais. Et finalement, parfois, tu t'embrouilles avec ton copain, ton pote, ta pote, parce que quoi que tu dises, l'autre ne se bouge pas et l'autre reste et s'enfonce, il le reconnaît. Et donc toi, tu te retrouves impuissant en tant que parent, en tant que pote, tu te retrouves impuissant, tu t'embrouilles, parfois tu prends de la distance parce que tu en as marre de ce type ou de cette fille qui est incapable de bouger les choses, et ça, c'est un cercle vicieux. Et tu sais que c'est pas normal, tu sais que tu vis des choses pas agréables, mais tu peux pas partir. Il y a un truc, en tout cas chez moi, qui était physique. Je pouvais pas partir et c'était presque mon oxygène au sens littéral du terme, dans le sens où je respirais mieux quand j'étais à son contact que lorsque j'étais pas avec lui,
où je pouvais rapidement suffoquer. Et il y a vraiment un truc addictif, vraiment physique, qui est à prendre en considération. Oui, je suis d'accord. J'ai vécu la même chose. Et puis même, je me rends compte aussi après coup que... Ou même, en fait, je m'en rendais même compte sur le moment d'ailleurs, que des fois, je faisais mes journées en fonction de lui, alors qu'il n'était même pas avec moi et il n'était même pas forcément au courant de ce que je faisais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'imagine que tu Totalement. vois ce que je veux dire. Totalement. Mais du coup, même quand on est dedans, on se rend compte quand même, au fond, on le sait. On est vraiment dans une espèce de déni. Oui. Parce que moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, entre guillemets, chez moi. Mais sans me l'avouer vraiment, parce que, comme tu dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a une rupture. Il faut partir et j'en suis incapable. Donc, du coup... Et toi, du coup, t'as fait comment? Comment t'as fait pour te sortir de là? Comment t'as rompu et comment tu l'as vécu aussi? Moi, comment j'ai fait? J'ai pas mis un terme à cette relation, c'est lui qui l'a fait et merci à lui de l'avoir fait du coup. Ok. C'est lui qui a mis fin à la relation et qui a coupé en fait les ponts avec moi parce que notre relation l'avait fait souffrir à sa façon et il a eu besoin de se protéger à sa façon. Et en vrai, je me pose encore la question aujourd'hui de s'il l'avait pas fait et s'il avait voulu jouer avec moi et s'il avait voulu cultiver ça, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Déjà, je serais sans doute pas en train de vous parler là. Et moi, je sais pas si j'en aurais été capable un jour en réalité. C'est pas moi qui ai initié ça. Et l'obsession, pour ma part, a perduré après la rupture, même si c'est quand même grâce à la rupture que j'ai pu prendre du recul sur tout ça et me reconstruire. Mais voilà. Tu vois, mais ça c'est un truc intéressant, parce que ça veut bien dire une chose, les obsessions amoureuses se terminent l'immense majorité du temps parce que c'est l'objet de l'obsession qui met fin à l'histoire. Et c'est pour ça que souvent on a tendance à donner un conseil qui peut être parfois contre-productif, c'est de prendre ses distances. Tu vois, prendre ses distances, ça ne fait que repousser l'échéance. Et moi, j'aurais tendance à te dire, si tu es dans même à ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans une obsession amoureuse, faites l'inverse de la prise de distance. Et essayez d'avancer, essayez d'échanger, essayez de... Même en sachant que la connexion n'est pas possible et que ça n'ira pas plus loin, essayez de pousser le truc à bout, de faire en sorte d'accélérer la fin de l'histoire en fonçant tête baissée dedans. Tu vois, c'est presque un meilleur conseil que celui de la prise de distance. Ouais. Parce que la prise de distance, c'est la grenouille qui bout et qui finit par mourir. Alors que parfois, il vaut mieux mourir en ayant la tête coupée que de bouillir et mourir par à petit feu. Bah, de toute façon, dans ces cas-là, vraiment, c'est impossible. De toute façon, la prise de distance est impossible. Moi, on m'aurait dit prends des distances, ou même moi, j'aurais été incapable de me dire prends tes distances. Je le savais pourtant qu'il fallait que je le fasse. C'est de la fausse prise de distance, tu vois. C'est-à-dire, ils vont prendre des distances pendant un moment, ils vont ruminer, ils vont jouer de petits jeux relationnels et de petites stratégies pour essayer quand même de susciter, dans un espoir que ça donne quelque chose, de l'attention chez l'autre. Ensuite, ils vont craquer, ils vont revenir, l'autre va le sentir et comme il n'a pas forcément des intentions saines, il va en jouer et tu ne te sors pas de ça. Tu ne te sors pas de ça par de la prise de distance. Oui, je suis d'accord. Enfin, moi, personnellement, j'ai réussi à mettre un terme à cette relation, mais parce que j'avais la tête coupée, comme tu dis. Parce que je suis arrivée à bout de souffle, parce que je suis arrivée... bon, c'est une image, mais au sol, quoi. J'étais enfin à terre, et c'est ce qui m'a permis de dire, ça y est, j'ai plus la force. Donc, je comprends. Et finalement, oui, tu as eu de la chance qu'ils mettent un terme à cette relation, à ta place, entre guillemets. Quelque part, oui. Parce que je sais pas jusqu'où ça aurait pu aller, mais je sais pas où aurait été le bout et quand aurait été le moment où j'aurais eu la tête coupée. J'étais déjà bien bas et heureusement qu'il l'a fait parce que je pense pas que j'avais de limites suffisantes pour moi le faire. Ben justement, tu parles de limites. Quelles sont les choses un peu folles, en tout cas que tu considères comme folles aujourd'hui, que tu as pu faire au sein de cette relation? J'avais vraiment aucune limite, donc si tu veux, ça pouvait être tout et n'importe quoi. En fait, ma vie entière tournait autour de lui, mes journées entières étaient rythmées selon lui, selon ce que je projetais de ce qu'il attendait de moi, de ce qu'il voulait que je sois, etc. Donc j'étais capable de l'attendre quand on devait se voir pendant 3, 4, 5 heures, 6 heures parfois dehors. J'étais capable de pardonner tout et n'importe quoi, alors que c'était souvent lui qui m'avait trahi ou fait beaucoup de mal. Et s'il se retrouvait à pas se sentir bien, je l'excusais, je passais à autre chose.
J'avais pas de limite, en fait. J'avais pas de limite. Je savais pas jusqu'où ça pouvait aller, mais je faisais tourner mes journées en fonction de lui. Évidemment, je séchais les cours. Je me suis mise en grande difficulté scolaire, amicale, professionnelle. J'ai coupé les ponts avec énormément de gens. C'était le centre de mon monde. J'avais lui et le reste de ma vie n'avait plus d'importance. C'était lui. Ma vie était lui, en fait. Ouais, moi aussi. Et puis, moi aussi, pour donner une anecdote, je me rappelle une fois, il m'avait donné rendez-vous à quelque part. Il avait 1 heure de son temps à me consacrer. Quelle chance j'avais à ce moment-là. Et c'était sur le moment du repas. Normalement, je devais être avec mes parents, manger entre 19 et 20 heures. Et j'avais dit à mes parents que j'allais manger avec une copine parce que moi, je leur disais pas cette relation. Enfin, je leur disais que j'avais une relation, mais voilà, je leur disais pas à quel moment je le voyais, etc., ni tout ce qui se passait. Et je leur avais dit, je vais manger à McDo avec une copine. Et en fait, j'étais allée le voir. Donc, du coup, j'avais pas du tout mangé, évidemment, puisque c'était juste pour le voir. Et puis après, je m'étais retrouvée à manger McDo toute seule, comme une idiote, dans ma voiture, presque en train de pleurer, parce que je sentais bien que j'étais prise un peu pour une idiote, mais à la fois, j'étais accro à ça, quoi. J'avais mon petit j'avais ma petite heure avec lui, là. Et puis, si ça nécessitait que je mange toute seule dans ma voiture, il faisait un temps, en plus, il pleuvait des cordes, enfin, c'était n'importe quoi. Et puis après, je suis rentrée chez moi, comme si de rien n'était, comme si j'étais allée manger avec ma pote, quoi. Et je me dis, mais on est capable de faire de ces trucs des fois. Pour juste une croquette. Exactement. C'est assez fou, mais oui. Ouais. Donc du coup, tu as vu des psys par rapport à une ou des, je ne sais pas, par rapport à cette situation que tu as vécue. Et du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'ils ont pu t'aider? Est-ce que c'était sur le moment, après coup? J'en ai vu sur le moment, parce que quand j'ai connu ce garçon, j'étais hospitalisée. Et j'en ai vu après coup aussi. J'en ai vu, je ne sais pas, peut-être plus d'une dizaine pour ce sujet. Et j'ai essayé un peu toutes les thérapies possibles pour m'en sortir. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Eh ben, écoute, sur le moment, quand j'étais pas vraiment consciente que j'étais en obsession, ils m'ont rien dit. Enfin, ils me faisaient comprendre que c'était pas normal, mais on me disait rien. Je pense que j'étais... Ou alors on me le disait peut-être, mais je sais pas, j'étais peut-être trop prise dans les problématiques relationnelles pour m'en rendre compte. Je faisais peut-être trop l'autruche, en tout cas. Plus récemment, en tant qu'adulte qui a pris du recul vis-à-vis de la relation, on m'a expliqué justement qu'il y avait quelque chose de traumatique derrière et que c'était un traumatisme qu'il fallait qu'il soit traité tel quel. Donc j'ai fait de l'EMDR. J'ai essayé l'hypnose aussi, qui n'a pas fonctionné. Et comment tu as su finalement, tu as testé un petit peu plusieurs psys en te disant j'en teste plusieurs et je vais voir comment ça fonctionne? Oui. Okay. J'ai essayé un peu toutes les thérapies en fait. En fait, je voulais perdre la mémoire au début, donc j'ai pas... T'as recherché... J'ai cherché à... C'est pas évident de trouver, de savoir vers qui. Oui. Et c'est un peu ce que je disais à Mélanie la dernière fois. Je trouve qu'il y a un problème structurel dans la façon dont sont construits les métiers de la santé mentale. Tu vois, c'est différent de la médecine. Et c'est dommage, parce que tu sais, quand tu as un problème médical, quand tu as un problème de peau, tu vas chez le dermato. Quand tu as un problème quand tu as mal à la gorge, tu vas chez l'ORL. Ou alors tu as des généralistes qui te redirigent vers le spécialiste le plus à même de répondre à ton problème. Dans les métiers de la santé mentale, et parmi les psychologues, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une approche orientée technique et pas orientée problème. Tu as des psychologues qui se spécialisent en EMDR, tu as des psychanalystes, tu as des spécialistes de thérapie cognitive et comportementale. C'est ça, la plupart des gens, c'est du chinois pour eux, ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils ont un problème, ils veulent le spécialiste le plus à même de régler ton problème. Et donc l'idéal, ce serait d'avoir et de fonctionner avec un peu comme dans la médecine, c'est-à-dire d'être orienté sur le problème et d'avoir des gens qui se spécialisent sur des problématiques et qui mettent en avant leur capacité à répondre à des problématiques. Ça existe, hein, par exemple, tu as des psychologues spécialisés dans la petite enfance. Mais ce n'est pas du tout une norme. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés. C'est surtout que l'humain n'est pas aussi binaire, je pense, et qu'on n'est pas cantonné à une seule problématique. Et derrière l'obsession amoureuse, comme je le disais, pour moi, il y a plein d'autres choses. C'est ça. Mais ça devrait être le cas pour tout. Ouais. Il devrait y avoir un socle commun. Tu vois, mais ce que je veux te dire, c'est que quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, par exemple, qui se fait agresser, qui n'endort pas, qui fait des cauchemars,
comment il peut définir, quel est le spécialiste et quelle est la spécialité la plus à même de répondre à sa problématique. Quand tu connais un petit peu, tu peux te dire, tiens, le MDR, ça peut être intéressant, parce que ça t'apporte des solutions. Mais la plupart des gens ne le savent pas, ça. Et la plupart des gens, s'ils vont voir un psychanalyste ou ils vont voir un spécialiste des TCC, il va essayer d'utiliser ces techniques pour résoudre un problème pour lequel il y a peut-être d'autres méthodes plus adaptées à résoudre ce problème. C'est pour ça que c'est l'approche qui est mal foutue. Moi, je dis souvent qu'un bon psy sera capable de reconnaître qu'il est dans l'incapacité de t'aider et sera capable de t'orienter vers le professionnel adapté. Et moi, ça a beaucoup été mon cas. On m'a conseillé d'aller plus vers tel type de thérapie, tel type de thérapie. Et j'ai pas mal jonglé comme ça, finalement. Mais un bon psy te le recommanderait. Moi, j'encourage tout le monde à pousser la porte déjà d'un premier psy, d'un premier thérapeute, et de voir ce que ça donne, de voir si c'est adapté. Ça peut l'être aussi dans un temps limité. Pour 6 mois, 1 an, 2 ans, ça donne des résultats et puis après, plus rien. C'est pas évident, hein. C'est pas évident parce qu'en plus, souvent, on a l'idée qu'une thérapie, c'est long. Et donc, c'est normal que ça ne donne pas des résultats tout de suite et que peut-être il faut... Et après, tu as ce biais où tu es engagé avec un spécialiste. Tu te dis, j'ai commencé avec lui, on va voir. Et tu te retrouves à faire 2 ans de thérapie. Ça t'a peut-être... tu sais pas si ça va mieux grâce au temps qui s'est écoulé ou si ça va mieux grâce à la thérapie que tu as suivie avec lui. C'est pour ça que c'est pas évident. Non, la santé mentale, de toute façon, c'est pas aussi évident qu'avoir un rhume. Ça ne se pose pas pareil. C'est beaucoup plus tangible. Et c'est là où je pense que les psys ont tout leur rôle à jouer dans le fait de savoir comprendre ce qui pose problème chez leurs patients et savoir l'orienter vers une thérapie qui leur serait plus adaptée. Parce qu'effectivement, nous, en tant que gens lambda qui ne sommes pas formés dans ces questions-là, on est effectivement très mal renseignés et c'est difficile de savoir a priori. Mais c'est vrai ce que tu dis, une des qualités d'un psychopraticien, c'est la capacité à se dire, ok, je sais comment fonctionnent les autres techniques, telle ou telle serait plus adaptée à la problématique de mon patient. Exactement. Mais malheureusement, je pense que c'est très rare que ça fonctionne comme ça. Je pense que la plupart essayent d'adapter leur technique à une problématique. C'est rare, les spécialistes qui sont capables de rediriger. Pour en avoir vu plus d'une vingtaine, c'est vrai que c'est assez rare. Il y en a, mais c'est assez rare qu'ils arrivent à Ah oui, une vingtaine, reconnaître t'as ça. vu une vingtaine de... Quand même. Ouais, depuis que je suis enfant, hein, depuis Ok. en dehors de... Oui, mais quand même. Mais oui, T'as oui. testé Pas pas mal 20 de pendant choses. un an. J'ai vu beaucoup de choses, oui. J'ai vu du monde. Et question qui va sembler peut-être un peu bête, mais du coup, et le psychiatre dans tout ça? Enfin, je veux dire, quand on fait, par exemple, une obsession amoureuse. Le psychiatre, c'est un médecin. C'est encore à part. Et après, tu as des psychiatres qui se spécialisent dans des techniques. Ouais. Tu sais, tu as des psychiatres qui sont psychanalystes aussi. Et justement, pour se repérer dans tout ça, c'est Et hyper... c'est pour ça que c'est Ouais. un problème structurel dans la façon... Alors, mais la psychiatrie, c'est un truc encore à part parce que c'est vraiment de la médecine. Mhm. Mais dans les métiers de la santé mentale, il y a un problème d'approche, je trouve, qui se règle pas de manière évidente parce que, comme tu l'as dit, c'est pas binaire et souvent, ça regroupe plein de choses. Mais le fait que les gens ne puissent pas savoir vers quel type de spécialiste se tourner, c'est pas normal. Quand tu as un problème de peau, tu vas voir un dermato. Quand tu as un problème aux yeux, tu vas voir un ophtalmo. Ça devrait être pareil dans les métiers de la santé mentale. Or, on entend EMDR, on entend TCC, on entend psychanalyse. On ne sait pas ce que c'est. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ça devrait être... c'est des techniques qui ne devraient pas être mises en avant dans un titre, comme on se présente. Tu vas voir sur Google, psychologue TCC. Les gens ne savent pas ce que sont les TCC. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il faut s'y connaître, quoi. Oui, Sinon, mais c'est pour ça que c'est pas normal. ouais. C'est pour ça que les gens sont dans le flou. Il y a ça, plus la difficulté à avoir du feeling avec un psychothérapeute, Qui est tu vois, qui plus rajoute encore de la importante. complexité. Ouais. Ça, plus le fait qu'on te dise il faut des années, il faut des mois, des années pour réussir à débloquer les choses. Comment tu veux régler des problèmes avec autant de flou? C'est là où pour moi le Bah, psy y a a pas son rôle à jouer. Il mais, n'y a pas de solution facile. c'est comme quand tu vas chez le dermato, il y a des dermatos qui sont spécialisés dans telle ou telle maladie de peau, je présume. C'est le rôle du dermato de dire moi, je vous avoue, les grains de beauté, c'est un peu moins mon truc que. C'est ça, oui, après il y a des maladies rares. Tu vois. C'est même dans la médecine. Après, tu as des C'est maladies ça. rares. Allez à tel institut, ils sont spécialisés Exactement. dans telle maladie de peau. C'est Je- encore un autre niveau. je Mais pense que- l'approche est intéressante. Mais je pense que c'est pas. Enfin, dans la santé mentale, ça devrait être pareil. Tu vas chez un psy, le psy
regarde à peu près ce que tu peux avoir comme problématique, et à partir de là, lui, parce qu'il a le bagage, parce qu'il a les connaissances, et ben, il est capable de t'orienter vers telle ou telle pratique. C'est vrai qu'ils le font pas tous, mais pour moi, c'est le rôle du psy, en tout cas, de savoir orienter les gens, justement. Et toi, du coup, aujourd'hui, tu considères que tu t'en es sorti, tu penses par rapport... Enfin, est-ce que c'est toi et ton travail d'introspection, ou c'est vraiment quelqu'un, un spécialiste en particulier, qui t'a aidé à débloquer ta situation? Qu'est-ce que tu penses que tu t'en es sorti comment? Je m'en suis pas sortie. Ok, t'es encore Je dedans. m'en suis pas complètement sortie. Oui, alors ça va beaucoup mieux que ce que ce fut, et j'arrive à vivre aujourd'hui et à avoir une vie très stable. Mais je suis pas complètement guérie de cette histoire. Maintenant, qu'est-ce qui m'a aidée, en tout cas, à en être où j'en suis aujourd'hui? Il y a le temps, il y a ma relation avec mon copain actuel qui m'a beaucoup nourrie, beaucoup aidée, qui m'a fait comprendre comment relationner de manière saine, comment être sécurisé en amour, et que c'était possible d'avoir juste une relation qui soit bien traitante, sans montagne russe émotionnelle, sans chaud-froid. Et donc, je pense que ma relation avec mon copain, c'est sans doute ce qui m'a le plus aidé, ça et le temps. Et le fait de prendre conscience, évidemment, de qui j'étais, de prendre conscience de moi, de mes émotions, de ce qui se jouait à l'intérieur de moi, de pourquoi est-ce que j'avais été dans cette relation, de qu'est-ce que ça avait mobilisé chez moi, de qu'est-ce que ça disait de moi. Voilà, je me suis concentrée beaucoup là-dessus, et c'est ça qui m'a aidée à avancer. Mais c'est pas parfait aujourd'hui. Et je pense que c'est parce que je suis assez consciente de moi-même que j'arrive à me rendre compte que c'est pas parfait aujourd'hui encore. Parce que je pourrais être dans le déni et te dire non, tout va très bien. Mais je me rends compte que c'est pas parfait, j'y pense encore. Ça me rend mal parfois, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a plusieurs années. Elle date de quand, la rupture avec ce mec-là? C'était il y a 8 ans, la rupture. Ok. Et donc, tu dis que tu n'es pas totalement guérie de cette relation. Est-ce que ça veut dire que tu as encore des pensées obsessionnelles sur ce mec-là, Oui. de ce mec-là? Oui. Ok. Ouais, Et ça pour m'arrive. autant, tu n'as pas du tout contact. Tu n'as plus du tout contact. Non, pas vraiment. En fait, c'est un peu comme si tu avais... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse chez moi. Tu as la Alice d'il y a 10 ans qui essaye de cohabiter avec la Alice d'aujourd'hui. Donc la Alice du passé, la Alice du présent. Et parfois, la Alice du passé, donc celle qui a été traumatisée, celle qui a été dans l'obsession, c'est comme si elle continuait d'exister dans mon corps aujourd'hui, dans le présent, alors qu'aujourd'hui, tout va bien. Et du coup, l'obsession, elle existe parce que j'ai des pensées traumatiques qui me reviennent, et j'essaye de refusionner la Alice du passé et la Alice d'aujourd'hui pour lui dire non mais t'inquiète petite Alice, aujourd'hui t'es en sécurité et tout va bien. Mais c'est pas évident. Mais oui, du coup j'ai pas mal de traumas qui me reviennent de quand j'étais plus jeune, justement, avec ce garçon, et c'est ça qui cultive encore l'obsession aujourd'hui. Mais tu arrives quand même beaucoup mieux à gérer et à te dire je lui envoie pas un message pour le voir, pour voilà. Ah oui, non, Tu gères beaucoup mieux. Je lui parle dans le dos de mon mec. La nuit, quand j'en peux plus, il m'arrive de lui envoyer un DM sur Instagram. Non, mon copain est au courant de toute la situation. Du début à la fin, il sait absolument tout sur cette relation. Il m'a beaucoup aidé, il me soutient, et moi, je retournerai pas dans une relation comme ça. La question n'est pas là. Vraiment, ce serait la pire chose que je pourrais faire pour moi. Ça serait de retourner avec une relation, dans une relation comme celle-ci. Donc, je ne le ferai pas. Mais il est vrai que par moments, mon cerveau me fait croire que c'est ce dont j'ai besoin, parce que c'était ce qui me stimulait le plus, parce que c'était le plus excitant, parce que c'était le plus passionnel, et parce qu'on aime bien aller vers ce genre de choses. Et surtout, moi, à plus forte raison, avec mon trouble borderline, même si aujourd'hui je suis stabilisée, mais il y a quand même des restes. Et donc, parfois, j'ai l'impression que j'aurais besoin d'y retourner, mais encore une fois, c'est la petite Alice qui me fait croire ça. Et celle d'aujourd'hui, elle sait qu'il ne le faut pas, entre guillemets, et j'y retournerai pas, ça c'est sûr et certain. Et tout à l'heure, tu me disais que pendant la relation, tu ne disais pas à tes parents vraiment ce qui se passait. Tu en cachais le maximum pour te protéger. Parents, amis, ouais, tout le Donc, monde. ils n'avaient pas vraiment conscience de ce qui se passait, si j'ai bien compris. Non. Et du coup, après coup, vu que toi, tu as pris le recul nécessaire pour te rendre compte des choses, est-ce que, du coup, ta famille l'a su après? Ou est-ce qu'ils l'ont tout simplement jamais su? Je pense qu'ils l'ont jamais su. Je pense que la personne la plus au courant, c'est mon copain, finalement. Lui, c'est avec lui que j'ai le plus échangé sur mon ex, et
sur cette relation que j'avais vécue. Ma famille, quand je leur ai demandé ce dont ils se souvenaient de l'époque, ils me disent juste que j'en parlais pas. Ils me disent que j'en parlais pas beaucoup, que je... T'habitais chez tes parents à ce moment-là? Oui. Ouais. Et pour autant, ils ont pas vu un Si. comportement. Ils me voyaient pleurer tout le temps, ils me voyaient faire des crises d'angoisse, ils me voyaient me mettre dans des états pas possibles, et ils me voyaient être en difficulté de tous les côtés, ils me voyaient, ils me voyaient dans des sacrés dramas. Mais c'était je sais pas, Je te comprends parce que j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire que moi aussi j'étais chez mes parents à ce moment-là. Et c'est vrai que malgré mon mal-être et certainement, des comportements qui trompent pas, je pense qu'ils ont vu que j'étais pas bien, mais je pense qu'ils étaient quand même loin de se douter de ce qui se passait réellement à l'intérieur. C'est à quel point ils se rendent compte, ils voient juste une histoire en fait un peu toxique, mais à quel point ils savent que combien ça m'a marqué, combien même 10 ans après ça me marque encore. Et ce qu'on était capable de faire aussi. Exactement. Je pense qu'ils nous auraient stoppé net. S'ils l'avaient su, enfin ils auraient essayé en tout cas, je pense. Ils ont essayé, moi, un peu en vrai de me stopper. Ils peuvent rien faire. C'est ça, c'est qu'ils peuvent rien faire. Et pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, le fait que même des années plus tard, tu vois, t'as encore l'impression d'être en obsession amoureuse, ça, il faut aussi peut-être le dire aux gens pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être malades. C'est normal quand tu as été dans cette situation de 1 an, 2 ans, même 3 ans, même parfois plus tard après, quand tu vois une notification, quand tu vois une photo, d'avoir des petites palpitations ou d'avoir un truc qui réveille quelque chose qui te mette pas forcément à l'aise. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu es malade, que tu es fou, mais c'est encore un symptôme de l'obsession amoureuse qui peut persister. Ça ne veut pas dire qu'il y a un attachement traumatique forcément derrière, systématiquement. C'est juste ça, de prendre un peu de recul, parce qu'on entend beaucoup attachement traumatique, on entend beaucoup dépendance affective. Il y a des choses qui sont normales. Et à force d'entendre et de théoriser les névroses dans tous les sens, on oublie que y a des comportements qui sont normaux et qu'on a tous, et qui ne sont pas forcément des névroses profondes, traumatiques. Oui, il ne faut pas pathologiser toutes les émotions et toutes les expériences de vie, c'est évident. Mais si ça dure trop longtemps, il faut quand même réussir à se rendre compte au bout d'un moment qu'il y a des solutions qui existent. Et que, c'est problématique si ça t'empêche de fonctionner au quotidien. Exactement, c'est si là ça que c'est te rend problématique. dysfonctionnel, tout à fait. Et ton copain, parce que du coup c'était ton copain, on peut l'appeler comme ça, ton copain de l'époque. De l'époque, pardon, je crois que tu parlais de mon copain actuel. Ta relation d'obsession amoureuse, du coup. C'est pour ça que je dis ton copain de l'époque. Oui, pardon. Est-ce qu'il se rendait compte que tu étais obsédée par lui? Oui. Il le savait? Oui. Et pour toi, ça le dérangeait ou ça l'arrangeait? C'est là où j'ai jamais trop su. Je pense que ça le dérangeait. Parce que je pense que c'était quelqu'un qui avait des comportements assez évidents et je pense que ça le dérangeait il devait se sentir très oppressé par moi, très honnêtement, et il avait du mal à gérer avec moi. Mais il y a une partie de lui, je pense que ça arrangeait parce que je suis assez convaincue qu'il aimait vivre ce qu'il vivait avec moi et qu'il prenait en fait ce qui lui faisait du bien dans la relation, et derrière c'était très maltraitant comme relation. Donc il pensait beaucoup à lui, à ses intérêts et à ce qui pouvait lui faire du bien à lui. Donc, le fait que je sois obsessionnelle le dérangeait. Mais comme je lui apportais, je présume, tout plein d'autres choses qu'il aimait bien vivre, je pense que c'était un peu... comment dire? Je pense que c'est pas si binaire, quoi. Ouais. Parce que, en fait, je me rends compte surtout qu'on parle depuis tout à l'heure de l'obsession amoureuse, parce que nous, on l'a vécu et qu'il y a plein de gens qui le vivent. Mais finalement, ça pose aussi quand même la question, je trouve, de l'autre personne qui subit, entre guillemets, l'obsession amoureuse, mais qui accepte ça. De l'objet de l'obsession. Oui, parce que que finalement, celui qui reste, parce qu'il reste au final, si la relation a lieu, c'est qu'il reste. Parce qu'il y trouve son compte. Voilà, donc il y trouve son compte. Parce qu'il y trouve son compte, et souvent l'obsession amoureuse, c'est unidirectionnel. C'est que t'en as, pas toujours, mais souvent, t'en as un qui souffre plus d'une forme d'emprise que l'autre. Et en général, c'est quand t'es en obsession amoureuse, quand il y a une différence, il y a une divergence dans les intérêts des deux, dans les intérêts de ton mec. Il y a un déséquilibre et une divergence d'intérêts dans la nature de la relation et dans ce qui est attendu de la relation. Et c'est ça qui crée l'obsession amoureuse. Et celui qui en souffre et qui est porteur de l'obsession, c'est généralement celui qui a des attentes, je dirais, plus élevées
et qui met plus d'enjeux dans la relation, pour vraiment schématiser le truc. Ouais, mais du coup, autant celui qui comment on dit, celui qui subit l'obsession amoureuse. Non, moi, je faisais quoi? J'étais vecteur. Le porteur de l'obsession. Moi, je dis le porteur de l'obsession. Il y a le porteur de l'obsession et l'objet de l'obsession. Voilà. L'objet de l'obsession, L'obsessionnel et l'objet, oui. Voilà, donc le porteur de l'obsession, on dit que du coup, il a des comportements malsains, mais l'objet finalement aussi a un comportement malsain. Bien sûr, il a des comportements ambigus, incohérents, et c'est ce qui fait que tu restes. Et c'est-à-dire que quand il commence à y avoir des incohérences, c'est malsain. Les incohérences, c'est pas sain. Ça veut dire que les montagnes russes émotionnelles, c'est pas forcément volontaire. Tu vois, il n'y a pas forcément la volontaire. C'est pas toujours le schéma du pervers narcissique, tu sais. Absolument pas. C'est pas toujours volontaire. C'est simplement, vous n'avez pas les mêmes attentes sur la nature de la relation. Et on a aussi peut-être des troubles, des problèmes en tout cas, qui convergent mal et qui à un moment donné créent un cocktail explosif. Et je suis assez convaincue qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, si tu les mets ensemble, et ça risque de juste exploser. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi une question là qu'on avait soulevée, c'était quand est-ce que tu sais quand il faut rompre. Tu vois, la question, c'est même pas quand est-ce que tu sais quand il faut rompre, c'est quand est-ce que tu es capable c'est plus de rompre. Et comme on disait, c'est souvent l'autre. Et quand c'est pas l'autre, plutôt que de prendre des distances, je pense qu'il vaut mieux foncer tête baissée jusqu'à se prendre le mur et jusqu'à ce que le vase déborde et ne plus en pouvoir. Parce que c'est parfois encore pire quand tu prends tes distances. Parfois, il faut aller au bout, plutôt que de la jouer stratégie. Ça fonctionne pas. Tu te manges, tu prends cher quand tu fonctionnes comme ça. Ouais, mais est-ce qu'il y a une fin à tout ça? Il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. Ouais, je sais pas. Toujours une fin, sauf que... Et simplement, il y a une question aussi, qu'est-ce que les gens veulent dans ces situations? Tu vois, pour avoir bossé avec des gens en obsession amoureuse, les gens ne veulent pas rompre. Du coup, ça sert à rien. Tu sais, c'est souvent, il y avait la question des conseils. Le pire conseil en amour que souvent tes copains, copines te donnent, c'est quitte-le ou quitte-la. C'est le pire conseil du monde. Ça fonctionne pas, ça. Les gens ne veulent pas. Et même s'ils te disent oui, je vais le faire, au fond d'eux, ils le veulent pas. Donc il faut arrêter les conseils stériles dont on sait qu'ils ne donnent rien. Oui, parce qu'on le sait déjà au fond de nous que ça va pas. Que ça fonctionne pas. Qu'il faut partir. C'est impossible. Du coup, en parlant de dépendance affective et d'obsession amoureuse, qu'est-ce qu'on en pense de l'histoire de Brad Pitt et Anne qu'on a vu sur les réseaux sociaux exploser? C'est le sujet d'actualité. Oui, t'as vu un petit peu ça J'ai vu un petit peu, passer l'histoire. Alors, j'ai pas vu le reportage. Je suis pas allée en profondeur. J'ai juste vu que les gens se moquaient beaucoup de Anne, ce que je trouve terrible, de par le fait qu'elle ait pris des photos faites par IA pour vrai. Moi, je pense que Anne... Alors, j'ai pas tous les éléments de l'histoire, et ça, faut le prendre en considération, mais de ce que j'en ai vu, je pense que Anne, c'est une personne qui devait être dans une grande détresse, dans une grande solitude, et qui a dû chercher des signes à des endroits pour avoir de quoi se raccrocher dans sa souffrance. Après, j'ai pas tous les éléments liés à l'histoire, mais... Ouais, c'est ça. Pour rappel, c'est une femme, pour ceux qui l'auraient pas vu ou qui voient le podcast dans un peu longtemps, c'est une femme qui s'est fait escroquer de 800 000 euros par un homme qui se faisait passer pour Brad Pitt et qui a eu une relation virtuelle avec elle en lui faisant croire, avec des photomontages un peu grossiers, vraiment absurdes, que la plupart d'entre nous auraient reconnu comme étant des fakes. Et elle est tombée dedans, elle a donné. Et je pense que ça va même encore plus loin que ça, c'est-à-dire que parfois, je pense qu'elle n'est pas plus bête qu'un autre. Pas du tout. Elle a dû sentir que c'était du faux. Je pense que tu la sors de cette histoire, tu la mets peut-être plusieurs années en arrière, tu lui montres ces photos, elle va reconnaître, elle va voir comme nous que ce sont des fausses photos. Mais je pense que le fait d'avoir la tête dedans et d'être peut-être en détresse à ce moment-là, elle est dans un schéma d'emprise encore particulier auquel la plupart d'entre nous déjà ne pouvons pas nous identifier et ne pouvons pas comprendre. Et c'est parce que les gens ne peuvent pas comprendre que ça les rend aussi fous et qu'ils la trouvent ridicule et bête. Parce que c'est presque pathologique à ce stade. Mais finalement, elle aussi, c'était une addiction un petit peu, je pense. Cette relation-là, elle y était addicte. Ouais. Je t'ai dit, j'ai vu un mec sur les réseaux qui a fait un tweet en montrant qu'elle avait commenté une photo, un peu un photoshoot de mannequin
qui a encore un fake un peu absurde, et elle mettait en commentaire ou en tweet je m'appelle Anne, j'ai tel âge, je suis célibataire, et elle rentrait en contact. Et ça s'est passé après l'histoire avec des 800 000 euros. Donc après s'être fait escroquer, ça ne l'a pas sortie de sa pathologie. Donc elle est toujours en train de chercher, je sais pas, une fusion avec l'autre. Après on la connaît pas, on n'a pas tous les éléments effectivement, mais il y a un truc, il y a quelque chose et un comportement qui n'est pas le même que la plupart d'entre nous. Il y a un contexte, de vie qu'on n'a pas. Nous, on arrive au moment de l'histoire drôle. Mais ça, c'est plus qu'un contexte de vie à ce stade-là. Quand c'est répété et quand effectivement ça arrive encore après, là, c'est plus qu'un contexte de vie. Oui, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui doit aller mal chez elle, c'est évident. Mais de quelle nature, comment, pourquoi, ça, c'est difficile de le dire. Mais c'est vrai que l'histoire, comme elle nous apparaît comme étant grotesque, ça donne envie de s'en moquer parce que les photos, nous, on les voit, on se rend compte qu'elles sont grotesques. Mais moi, je pense pas que cette Anne soit plus bête que quiconque. Je pense que cette Anne est dans un contexte de vie, peu importe s'il y a un trouble, peu importe s'il n'y a pas de trouble, peu importe ce qui se passe, mais son contexte de vie, là, mais... Du coup, toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu parles un petit peu des relations, tu donnes des conseils aussi. Justement, toi qui es dessus, tout comme Anne qui s'est pris une déferlante de commentaires et de moqueries, est-ce que tu as des haters? Est-ce que tu as des mauvais commentaires sous tes vidéos? Est-ce que tu vois des choses comme ça? Oui, j'en ai, mais quand même très peu en réalité. Mais oui, j'en ai. Quand tu mets pas 14 disclaimers dans tes vidéos, parfois la personne va dire « Ah, t'as pas dit ça, mais du coup peut-être que tu voulais dire ça. » Donc t'as souvent des gens qui vont surinterpréter ton propos, qui vont... Surtout sur TikTok, Instagram, mais ça, faut l'accepter. Mais il faut l'accepter. Ouais, moi, faut l'accepter et se dire que ça fait même monter les vidéos et que t'as des gens qui vont te voir qui t'auraient pas vu parce que t'as des types qui ont fait monter la vidéo en mettant des commentaires de merde. Parfois, il suffit d'une phrase mal formulée, un petit mot mal placé, et tu vas avoir quasiment que des commentaires là-dessus. Mais effectivement, c'est le jeu des réseaux. Presque, il faut le faire exprès parfois, un peu par provocation. Moi, j'aime bien. Il y en a qui ont essayé de jouer effectivement. C'est pas toujours facile, mais c'est bien. Et tu consommes, toi, ce genre de contenu un peu sur les relations? Très peu. Très peu. Non, parce qu'en fait, mon but, c'est paradoxal par rapport à mon contenu, mais mon but, c'est pas vraiment de donner des conseils, c'est plus de dire comme je pense les choses, de partager mes expériences de vie. J'ai un sujet en tête, je me dis, bah, tiens, je vais en parler sur les réseaux pour un peu donner de la visibilité à ce sujet qui me semble important et dont j'entends pas beaucoup parler. Mais je me prétends pas être une donneuse de conseils à proprement parler. D'ailleurs, j'aspire pas du tout à faire du coaching ou à me former là-dedans. Souvent, on me dit forme-toi en tant que thérapeute ou que sais-je. Mais non, moi, j'ai vraiment juste envie de partager des pensées que j'ai le soir dans ma chambre seule. Donc, le partage, toi, tu es plus en créatrice que de consommer. Oui, tout à fait. Je parle en fait comme si je parlais à mes copains. Il y en a plein qui font ça. En leur donnant des conseils, entre guillemets, par rapport à mon expérience. Ou, tu vois, mais... Et du coup, tu as beaucoup de retours plutôt positifs, finalement, de ce que je comprends. Tu as peu de haters, beaucoup de commentaires plutôt positifs. Est-ce que tu penses que tu aides les gens à travers tes messages? C'est assez impressionnant en réalité, mais je reçois beaucoup de messages de personnes qui, je me rends compte du coup, partent de rien, ont une connaissance zéro dans les notions de santé mentale et que mes vidéos aident énormément. Et j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient carrément que je leur avais sauvé la vie à travers mes vidéos. Vas-y, c'est le moment de faire ta pub. Là, c'est la meilleure introduction. Sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver? Sur TikTok, essentiellement. Sur YouTube, je me suis mis à YouTube il n'y a pas longtemps. Et puis Instagram pour ma vie. Il faut donner le compte maintenant. Maintenant, on est obligé d'aller s'abonner. Bah oui, au moins. Au moins s'abonner. C'est quoi? Je sais pas ce qu'on peut faire de plus, mais au moins s'abonner. Oui. Donc, le nom du compte? Flicidi. Flicidi. F-L-E-E. F-L-E-E-S-E-E-D-Y. Oui, c'est ça. Bravo. Les gens ont du mal souvent avec le pseudo. Je vais vous proposer un petit jeu, si vous voulez bien. Donc, je vais vous poser une série de questions. Il y en a 11 en tout. Simplement, il faut répondre par oui ou par non. On peut étayer un petit peu son propos sans trop non plus. Voilà. Ou sinon, on peut juste dire oui ou non sans développer. C'est comme vous voulez. On va essayer. C'est parti. Je te laisse commencer si tu veux, comme ça tu... Ok. Allez. Les disputes fréquentes sont un signe que la relation est vouée à l'échec. Faux. Faux, ça dépend comment tu les gères. Oui, ça dépend. Il est normal de garder des secrets à son partenaire. Vrai. Oui. Ouais.
Une relation est condamnée si l'un des deux partenaires est plus amoureux que l'autre. Moi, je dirais faux. Je sais pas ce que ça veut dire, être plus amoureux que l'autre. Ça aussi, c'est une bonne réponse. Désolée. Ça aussi, c'est une bonne réponse. C'est pour ça que Je vais mettre un le joker faux est... sur celle-ci. Tu mets un joker ? Oui. Moi, je saurais pas quoi répondre. Honnêtement, oui, ça dépend de ce que ça veut dire. Moi, j'aurais eu tendance à dire oui, qu'elle est condamnée, que plus ou moins long terme, elle est condamnée. Mentir à son partenaire peut parfois sauver la relation. Faux. Oui, ce qui ne veut pas dire que c'est bien, mais ça peut. Oui, Je suis d'accord avec Samy. Un couple peut durer même si l'amour disparaît. Ça veut rien dire non plus pour moi. Oui, La si. passion des débuts. C'est ça. Après, encore une fois, c'est comment tu définis l'amour. Oui, c'est mais ça. oui, d'une certaine manière, bien sûr, il y a plein de couples qui durent, mais qui ne s'aiment pas. Oui, ça et peut qui sont durer. ensemble par Mais défaut. tu Donc, te oui, ça peut durer. respectes, t'es attaché. Il y a autre chose qu'une passion, bien sûr, mais ça- L'amour prend une autre forme. oui, c'est ça. C'est Voilà. qu'est-ce que tu mets Voilà. derrière amour, puisque oui, la passion s'éteint au bout de 3 ans, paraît-il, mais tous les couples ne s'éteignent pas au bout de 3 ans, et heureusement. C'est vrai. Rester ensemble pour les enfants est une bonne raison. Je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais ça peut être une raison. Et Déjà, ça, c'est une encore, bonne raison propre à pour chacun. qui ? Pour les C'est ça. enfants ou pour le couple, déjà ? Ouais, exactement. Ça dépend pour qui. Pour qui ? Pour qui. Exactement, c'est une bonne raison pour les enfants. C'en est moins une bonne pour le couple, mais le couple et les enfants, c'est lié. Donc, Ouais, pour le foyer. même pour les enfants, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément... Et ça dépend du niveau de mésentente, et ça Ouais. dépend d'à quel stade t'en es dans On a dit dans qu'on ton développait pas trop. Hein. on coupera ce qu'il faut au montage pour le réel. Pour les On chats. peut être heureux en couple sans être amoureux. Oui. Oui. Non. Il est possible d'être fidèle sans être loyal. D'être fidèle sans être loyal. C'est compliqué pour moi aussi. Oui. Je dirais non. C'est possible d'être loyal sans être fidèle, Oui, mais tu plutôt. peux pas être fidèle Ouais. sans être Oui, loyal. Ouais. plutôt. J'étais plus là-dessus aussi. On peut aimer profondément quelqu'un sans lui être fidèle. Oui. Je ne sais pas. Joker. Le manque de désir finit toujours par tuer un couple. Non. Non. Parfois, aimer quelqu'un signifie devoir le quitter. Oui. Oui. Voilà, c'était la 11e et dernière question. On est globalement Incroyable. d'accord. Mm. Je crois qu'il y en Ouais. avait un sur lequel on était moins. En fait, c'est parce que les Je sais termes, il plus. faudrait presque Ouais, les ouais. définir pour voir dans quelle C'est mesure ça. je Ah, dis mais oui. c'est pour ça, C'est c'est compliqué le des jeu, fois, ouais. Oui. c'est ta définition Ouais, à c'est toi. ça, C'est exactement. comment ça. tu penses. Mais c'est mieux parce que comme ça, il y a potentiellement plus de désaccords. Tout Et à après, fait. on peut en discuter si on n'est Tout pas à fait. Tout sur à la fait. même longueur d'onde. En tout cas, je conclus ce podcast. Pour les gens qui souhaiteraient participer, comme l'a fait Alice aujourd'hui, qui ont une problématique particulière, qui ont une vision des relations particulières, qui ont une expertise dans un domaine. Si vous avez écrit un livre sur un sujet lié aux relations amoureuses et ou interpersonnelles, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un message sur Instagram. Il y a tous les liens en description. Et normalement, on devrait vous recontacter. Voilà, normalement. Normalement. Merci beaucoup en tout cas Merci. pour l'invitation. Ben, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Un plaisir Pour nous aussi. partagé. Merci beaucoup.